Africain d'ailleurs, avec Sanaa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire Africain d'ailleurs. Alors notre invité aujourd'hui, le docteur Armand Ngemkap, qui est né le 12 mai 1965, c'est très très précis aujourd'hui, à Yaoundé, donc au Cameroun. Alors le docteur Armand a obtenu son baccalauréat en série D, donc série scientifique, en 1984 avec une mention. Et puis ensuite, après une année d'études dans le département des sciences de la nature et de la terre de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé, eh bien Armand Ngemkap s'envole en 1985 en France pour suivre des études médicales à la faculté de médecine de Nancy. Alors bien entendu, il réussit brillamment malgré un changement d'environnement, de dépaysement, l'hiver rude donc qui se trouve en France, et puis le blues du pays à ne pas oublier. Il y soutiendra quelques années après son doctorat en médecine avec une mention très honorable, les félicitations du jury et la publication de sa thèse. Alors le docteur Armand, je le rappelle, a débuté sa carrière clinique comme interne des hôpitaux, puis assistant des hôpitaux en médecine interne pour se spécialiser ensuite en médecine d'urgence. Alors Armand est quelqu'un de pétillant, alerte d'esprit, passionné de musique. Il fourmille constamment d'idées novatrices. C'est ainsi qu'il a collaboré pendant de nombreuses années à la promotion des échanges culturels franco-africains. Alors aujourd'hui, il est médecin des hôpitaux, praticien hospitalier en France, membre de nombreuses sociétés savantes dans le domaine de l'urgence et de la réanimation cardio-pulmonaire. Il participe activement à ce titre à la vulgarisation des gestes et soins d'urgence. Alors maintenant, on rappelle également qu'il est aussi quelqu'un qui aime la culture. Il est médecin, promoteur culturel, écrivain. Il est un petit peu tout ça à la fois. Et il a également participé à de nombreuses émissions, donc que ce soit au niveau de la radio ou de la télévision. Vous l'avez compris, aujourd'hui, le docteur Armand Ngemkap est l'invité de notre émission Africain d'ailleurs. Africain d'ailleurs, avec Sanaa. Alors nous avons bien entendu joint le docteur Armand Ngemkap par téléphone, puisqu'il se trouve actuellement en France. Il est avec nous aujourd'hui en ligne, en direct. Docteur Armand, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Oui, je vais très très bien. Eh bien, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. En tout cas sur les ondes de la radio, peut-être bientôt au Maroc, en chair et en os, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Ce serait avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, ça nous fera plaisir. L'invitation est lancée. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Voilà. Ah, mais merci. J'accepte bien volontiers l'invitation. Voilà. Donc, docteur Armand, j'ai fait une petite, disons, un petit résumé de votre parcours, mais vraiment petit résumé. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, dans cette émission, docteur Armand, en général, on commence dès le départ. Et le départ pour vous, c'est Yaoundé. Ah oui, Yaoundé, la capitale du Cameroun. Mon beau pays, mon pays d'origine. Que de beaux souvenirs. Que des beaux souvenirs. Ben, j'espère que ce ne sont pas que des souvenirs, puisque quand même le Cameroun, la France, c'est facile. Là, on y va facilement quand même. Vous y allez régulièrement, je suppose. Oui, je m'efforce. C'est vrai que cette dernière année, 2014, j'ai pas pu me rendre au Cameroun et je commence à voir déjà ce petit blues du pays qui m'a fait souffrir un tout petit peu quand je faisais mes études. Parce que j'ai eu, sur le plan professionnel, une année quand même assez chargée. Mm-hmm. Mais sinon, dès que je peux, je me rends au Cameroun me ressourcer. C'est le pays de mes ancêtres. Et je ne dois pas me couper de mes racines. Lorsque je me coupe de mes racines, je suis comme ces arbres qui commencent à perdre leurs feuilles. Et je n'aime pas perdre mes feuilles. Un médecin poète, apparemment. Oui, merci. J'aime la poésie, voilà. Alors, docteur Armand, on va commencer depuis le départ, enfin pas le départ complètement, on va commencer depuis l'année du bac à Yaoundé. Vous avez quand même fait une année d'études à Yaoundé et ensuite vous décidez de partir en France en 85. Pourquoi vous n'êtes pas resté à Yaoundé ? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de partir ? Mais l'envie de partir a été essentiellement motivée par le fait que dès ma tendre enfance, j'ai toujours eu envie de faire des études de médecine. Et c'est vrai que l'année où j'ai effectivement eu le bac, c'est-à-dire donc en 1984,
mes parents n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir m'envoyer me faire des études. Donc, il a fallu que je fasse une année à l'université de Yaoundé, dans le département des sciences de la Terre de l'université Yaoundé. Donc, j'ai fait juste une année et l'année d'après, j'ai pu me rendre finalement en Europe pour poursuivre des études médicales qui étaient vraiment mon orientation, qui était vraiment ma vocation depuis l'enfance. Alors, vous allez nous parler quand même un petit peu de cette première année avec le dépaysement. Je l'ai dit un petit peu en introduction parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important pour vous. Changement d'environnement, donc dépaysement. Il fait froid en France et puis bien entendu, on est loin de la famille. Comment vous avez vécu tout cela? C'est quelque chose que j'ai vécu, je dois le dire, très très difficilement. C'est quand même des moments très très difficiles de ma vie parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui s'est toujours fait entourer par sa famille. J'ai toujours grandi dans le cocon familial tout douillet, entouré de mes frères et de mes sœurs. Nous étions 8, donc 4 frères et 4 sœurs, dans une grande famille. Et là, quand je m'envole le 21 septembre 1985, je pars déjà d'une température qui était autour de 30-32 degrés à Yaoundé, et je viens me retrouver ici à une température en septembre, qui était déjà à 6 degrés. Vous voyez un tout petit peu déjà le décalage thermique, le choc thermique que j'ai eu. Et le deuxième choc que j'allais avoir, c'est que je me trouve logé en résidence universitaire dans 9 mètres carrés, alors que j'étais habitué à vivre un peu dans la cellule familiale et tout seul, de façon très isolée. Et puis, il a fallu rapidement que nous puissions nous organiser avec d'autres étudiants qui se retrouvaient un peu dans la même situation que moi, pour pouvoir se retrouver un tout petit peu, pas trop quand même, parce qu'il fallait quand même laisser la place à la concentration et à la révision des cours. Mais il fallait qu'on arrive à sortir de cette solitude en se retrouvant de temps en temps, partager des petits repas ensemble entre amis étudiants qui étaient dans la même situation, qui n'étaient pas forcément du Cameroun, qui venaient des pays divers. Et ça a été quelque chose de très enrichissant, parce que ça a été un peu mon début d'ouverture d'esprit, d'ouverture culturelle, parce que je me confrontais à d'autres cultures. Je rencontrais des étudiants d'autres pays et j'apprenais vraiment autre chose que ce que dans lequel j'avais toujours baigné. Et c'était quelque chose de très enrichissant, assez douloureux sur le plan du choc thermique, sur le plan de la solitude, mais assez enrichissant sur le plan culturel, sur le plan des rencontres très riches que j'ai pu faire. Très bien. Alors, on a fait un petit peu connaissance avec vous, docteur Armand. On va marquer notre première pause musicale. Et puis, bien entendu, tous les auditeurs de Africains d'ailleurs le savent. La playlist est proposée par notre invité. Et votre playlist est assez... disons assez intéressante, puisqu'en fait, il y a 2 interprètes pour 5 chansons. Ça veut dire que dans votre vie, il n'y a que Pandestar et Viviane Etienne. Oui, en fait, ce choix est un choix un peu du cœur, parce que ces 2 artistes et les 2 chansons que vous allez proposer sont des productions personnelles. Vous l'avez dit tout à l'heure, le docteur Armand, il est médecin, mais aussi c'est un passionné de culture. C'est un promoteur culturel. Étant arrivé ici en France, je me suis rendu compte que parfois j'avais quelques difficultés à voir un tout petit peu la musique du pays. Je me suis un tout petit peu intéressé à cette musique-là. Et en m'intéressant à cette musique, j'ai découvert des talents. J'ai découvert des jeunes talents. Et j'ai constaté que ces jeunes talents avaient parfois du mal à s'exprimer malgré l'ampleur de leurs talents. C'est comme ça que Pandestar, qui est également appelé au Cameroun l'enfant terrible du Cameroun, comme ça il m'est amené à le produire. J'ai produit 3 ou 4 de ses albums et c'est ça que j'ai voulu un peu. En fait, quand vous m'avez proposé l'émission, j'ai voulu un peu faire un tout petit peu un parcours de ma vie et de mettre un tout petit peu ces productions personnelles pour que ceux qui me connaissent découvrent aussi ce côté de moi qui est la promotion et la production artistique que j'ai pu faire dans ma vie, au cours de ma vie. Très bien. Alors, on va écouter le premier morceau de Pandestar, qui est Zingué Militaire, et on vous retrouve tout de suite après. Africains d'ailleurs, avec Saner. Léonard Châtelain, Crépon Mécoc, Solange Aïcha, Armand Lotin, vous êtes les témoins de la naissance d'un baobab de la chanson au Cameroun. L'enfant terrible, Pandestar.
de Dieu est éternel et puissant. Ce qui vient du diable est éphémère et de nul effet. Yeah! Mon frère de tout le temps. Yeah. Sokoum. Wewe. Kuna mwane. Jiwe sawaye. Omungo kosa musique. Mais la musique n'est pas la poubelle. La musique n'est pas le bidet. La musique n'est pas satanique. Oh, la musique n'est pas un film X. Wewe, kuna mwane. Jiwe sawaye. Omungo kosa musique. Mais la musique n'est pas la poubelle. La musique n'est pas le bidet. La musique n'est pas satanique. Oh, la musique n'est pas un film X. Cabanon est club de verre. Ma boîte préférée.
fatigue maman. Rigobert Song. C'est-moi ça, c'est-moi ça, c'est-moi ça. Tout le monde, c'est-moi ça, c'est-moi ça. Jolie Bingo. Toi si tu veux zénger, les mains en l'air. Sur la piste. JFD. Avec ton hit parade, tu peux également zénger. Les mains en l'air. Sur la piste. Maurice Banteke. Avec soleil sur les ondes, tu peux également zénger. Comme les militaires, on pédale, on y va. 1, 2, 3, 4. Zénger-moi ça, zénger-moi ça, zénger-moi ça. Tout le monde. À vous qui faites la musique, à vous qui chantez n'importe quoi, n'importe comment, faites très attention. Les cordons sur la tête, la go aux fesses. Vous allez zénger en enfer. Le zénger des enfants du diable. Donc voilà, premier morceau de la playlist de notre invité d'aujourd'hui, le docteur Armand Ngempap. Alors, docteur Armand, on va parler aussi un petit peu de vous personnellement, de votre vie en France, comment ça se passe. Moi, j'ai une question quand même à vous poser. Quand vous êtes parti Oui. faire vos études en 1985 en France, dépaysement, changement d'environnement, etc. Vous avez quand même réussi à faire de très très bonnes études. Vous êtes médecin aujourd'hui et vous n'avez pas pensé, au moment où vous avez eu votre diplôme, à retourner chez vous parce que c'est vraiment un pays qui vous tient à cœur, le Cameroun. Ah oui, le Cameroun, c'est un pays qui me tient à cœur. Et un certain nombre d'activités d'ailleurs que je mène en direction du Cameroun, c'est par rapport à cet attachement que j'ai au Cameroun. J'aurais souhaité réellement exercer ma carrière au Cameroun, mais quand je termine mes études en 1994, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai beaucoup donc de difficultés à pouvoir intégrer la fonction publique au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il est passé ce qu'on a appelé au Cameroun la crise économique qui a fait à ce qu'on ne recrute plus du tout des fonctionnaires ni des médecins. Et c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas suffisamment, étant issu comme d'une famille modeste, j'ai pas suffisamment de moyens pour pouvoir m'offrir une clinique, m'offrir un cabinet médical. C'est un peu compliqué. C'est alors que je décide de prendre un poste d'assistant, de faisant fonction d'assistant, puisque j'étais mes études en 1994, je suis interne. 2 ans après, je suis à ma thèse en 1996 où je valide totalement donc ma formation pour être pleinement médecin, mais dès 1980, j'étais déjà interne des hôpitaux. Donc, et c'est comme ça que j'accepte un poste d'assistant, faisant fonction d'assistant dans les hôpitaux. Et après, c'est vrai que on s'installe dans la société, on se crée une famille, et puis voilà, après on a des attaches familiales qui font que le retour devient beaucoup plus problématique par la suite, parce que bon, après il y a la famille qui est là, et c'est pas évident de transporter tout ce monde-là pour aller vers une autre aventure qui demeure une aventure, puisque jusqu'à là, il n'y a pas d'autres propositions qui sont faites que se faire recruter quelque part, quoi. Et ayant fait ma carrière ici, et étant apprécié par mes maîtres ici, étant apprécié par les hôpitaux dans lesquels je travaille, je me dis, bon, ben, je vais essayer d'avoir un certain élan et proposer autre chose au Cameroun, et puis essayer de... Vous savez, dans la vie, c'est des sacrifices aussi. Hein. Absolument. Le fait que je sois resté ici m'a permis effectivement aussi de développer mes compétences sur le plan purement médical, parce que quand je termine mes études, je n'ai pas la grande compétence que j'ai actuellement. Vous l'avez dit, je suis membre de nombreuses sociétés savantes dans le domaine de l'urgence et de la réanimation cardio-pulmonaire. C'est vrai qu'étant au Cameroun, ça aurait été un peu plus difficile de pouvoir intégrer toutes ces sociétés savantes, de pouvoir faire tous les travaux que j'ai pu faire jusqu'à présent. Docteur Armand, quand vous avez choisi cette spécialité en fait de médecin urgentiste, réanimation, etc., qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Pourquoi pas pédiatre ou autre chose? Qu'est-ce qui vous a plu en fait dans cette spécialité? C'est vrai qu'au départ, quand je débute mes études médicales, que ce soit en première année d'études médicales, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire un tout petit peu la pédiatrie.
Je l'ai dit comme ça, par hasard. Vous l'avez dit totalement par hasard, mais franchement, vous avez mis le doigt effectivement dans ce qui m'intéressait dans la médecine au départ, lorsque j'ai voulu faire des études de médecine, quoi. Mais très rapidement, en faisant des stages dans les différents hôpitaux, et enfin les stages qui sont bien sûr obligatoires et nécessaires pour la formation, je me rends compte, en me cantonnant à une spécialité médicale d'organes, si je puis m'exprimer ainsi, je vais très rapidement être limité dans mes compétences. Et c'est comme ça que je choisis la médecine d'urgence, parce que je suis un homme d'action, je suis un homme de terrain et je suis un homme qui aime sauver des vies. Je fais la médecine pour sauver des vies. Et je me dis, ben d'accord, tu vas sauver des enfants, mais qu'est-ce que tu vas faire des adultes? Et puis qu'est-ce que tu vas faire de ceci? Qu'est-ce que tu vas faire de cela? Et c'est comme ça que finalement, je change complètement mon orientation et je m'oriente totalement vers la médecine d'urgence. Alors, docteur Armand, on l'a dit aussi en introduction, vous avez collaboré pendant de nombreuses années à la promotion d'échanges culturels franco-africains avec la création, entre autres, d'associations. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous n'avez pas des collaborations pour des échanges, justement, de médecine franco-africaine? Ah oui, effectivement, j'ai des collaborations à ce niveau-là. Mais malheureusement, c'est des collaborations qui ne sont pas souvent allées jusqu'au bout, mais qui restent toujours dans mes projets. Mais pourquoi elles ne vont pas jusqu'au bout, justement? Malheureusement, elles ne sont pas allées jusqu'au bout, parce que les partenaires avec lesquels j'ai mis en place des projets, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais ça reste toujours dans mes... C'est des collaborations qui ont pu être mises en place, mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Mais est-ce que vous suivez, vous, en tant que médecin, est-ce que vous suivez un petit peu les avancées médicales aujourd'hui, par exemple, en Afrique? Ah oui, tout à fait. Je ne peux pas être médecin aussi épris de l'Afrique et ne pas suivre les avancées médicales qui se font actuellement en Afrique. Je le suis de très près. C'est d'ailleurs pour ça que dans un certain nombre de chroniques que je fais, j'en parle. J'en parle tout simplement parce que je suis attaché à ces avancées-là, au suivi de ces avancées-là. Je suis africain avant tout. Je suis africain avant tout et je me revendique en tant que tel. Même si j'exerce en Europe, l'Afrique, je le porte dans mon cœur et dans ma chair. Voilà. Heureusement. Et qu'est-ce que vous en pensez justement en tant que médecin? Est-ce que vous pensez que quand même l'Afrique, elle évolue au niveau médecine aujourd'hui, que ce soit l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Afrique en général? Ah oui, l'Afrique a évolué au niveau médecine. L'Afrique du Nord, d'après les informations qui me viennent des confrères médecins, lorsqu'on se retrouve dans les congrès médicaux et tout ça, il y a de très très grandes avancées qui n'ont rien à envier au plateau technique européen. Je prends des pays comme le Maroc, des pays comme la Tunisie. D'après les informations que j'ai, ils ont des très très beaux plateaux techniques. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui partent de l'Europe d'ailleurs pour se faire opérer, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc. Donc ça signifie quand même que les plateaux techniques sont très bien fournis. En Afrique noire, donc en Afrique subsaharienne, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on va parfois ouvrir des hôpitaux avec des très beaux plateaux techniques initialement, mais la maintenance fait parfois défaut. Et quelques années plus tard, ces hôpitaux, faute de maintenance, se retrouvent un peu dépourvus du monde outil diagnostic. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et à ce niveau-là, il y a énormément de choses à faire parce que il y a de très, très grandes compétences. C'est-à-dire que sur le plan médical, et sur le plan de la matière grise, l'Afrique n'a plus rien à envier à l'Europe. D'ailleurs, dans la majorité des hôpitaux européens, on retrouve plutôt des médecins africains qui tiennent ces hôpitaux-là, que ce soit Afrique subsaharienne, que ce soit Afrique du Nord, des médecins originaires de ces régions-là, de ces pays-là, qui tiennent beaucoup d'hôpitaux en Europe, pas seulement en France, mais en Europe dans leur globalité. Donc, il y a la compétence, il y a le savoir-faire, il y a la matière grise. Il faut maintenant une certaine volonté politique pour que ces pays-là soient dotés d'un bon système de santé, d'un bon système de soins, avec des plateaux techniques dignes de ce nom. Et des médecins que je connais, et j'en connais beaucoup, dans toutes les spécialités, avec de grandes compétences, pourront venir apporter vraiment leur savoir-faire et tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils ont à donner à l'Afrique. Moi, je prends mon cas. C'est vrai qu'actuellement,
c'est très très difficile parce que quand on arrive, par exemple, dans un pays où on veut pas exercer, qu'on manque, je prends le cas des AVC, qui est un peu mon combat. Les accidents vasculaires cérébraux, hein, il faut le rappeler. Voilà, tout à fait. Il faut que je le rappelle. Les AVC, accidents vasculaires cérébraux, dont j'ai fait mon combat, notamment pour l'Afrique, hein, la prévention des AVC en Afrique est un peu mon combat. Quand vous arrivez dans un pays où quelqu'un fait un AVC et que vous n'avez même pas l'outil diagnostic de base, qui est le scanner, pour pouvoir, qu'il faut le réaliser dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans les 3 heures de l'accident vasculaire cérébral, il faut qu'on soit efficace au niveau du traitement, mais tant qu'on n'a pas ce scanner, on ne peut pas savoir quelle thérapeutique utiliser, puisque si c'est hémorragique, ça va être une autre thérapeutique, alors que si c'est ischémique, ça va être que l'autre thérapeutique. Il faut fluidifier le sang si c'est ischémique, alors que si c'est hémorragique, il faut plutôt faire tout pour arrêter la fluidification du sang. Donc c'est vraiment 2 thérapeutiques qui sont contraires l'une l'autre. Et pour savoir laquelle utiliser, il faut un scanner cérébral. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, il n'y a même pas cet outil de base là pour pouvoir pratiquer une médecine digne de son nom. Et c'est dommage un peu au niveau de ces avancées-là. Donc pour répondre à la question, une avancée au niveau des hommes, de la compétence, de la matière grise, du savoir-faire, mais un manque de volonté politique pour doter ces pays-là de plateaux techniques dignes de son nom, notamment en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est dommage. Et je crois que ceux qui m'écoutent vont essayer de développer un peu ce point sombre en ce qui concerne le système de santé en Afrique. Eh bien, on l'espère, bien sûr, docteur Armand. Alors, docteur Armand, deuxième pause musicale, ça va nous permettre de respirer un petit peu. C'est Pandestar, encore une fois, mais cette fois-ci avec le titre Territoire ennemi. Même les sorciers meurent. Tundalbaï. Emmanuel Jimasaye Benimenie. Lola mioji masaye benimenie. Zubina Lai. Ola mi mache me benimenie jinme. Mwana Bogo Kobi Kongolo. Toy the jump. Oh yeah. One time. Aye benimenie jimasaye benimenie. M ton prochain. Emmanuel Jimasaye benimenie. Lola mioji masaye benimenie. M ton minimo. Ola mi mache me benimenie jinme. Juli benamon masam sai masam kun me. Soya ba kwina me ye benimenie. Aye benimenie jimasaye benimenie. Pourquoi la haine? Emmanuel Jimasaye benimenie. Lola mioji masaye benimenie. Pourquoi la jalousie? Ola mi mache me benimenie jinme. Swana Lai. Oh mejigo kunba. Mejigo kuni jey kuban mani teilam. Ange Michel. Angwin. Oh mejigo kunjo sai masam kun me. Soya ba kwina me ye benimenie. Aye benimenie jimasaye benimenie. Kaiser Lumbu. Emmanuel Jimasaye benimenie. Lola mioji masaye benimenie. Ville comme Léa. Ola mi mache me benimenie jinme. Angeline Mpani. Aye benimenie jimasaye benimenie. Emmanuel Jimasaye benimenie. Et tu parles quoi? Jimasaye benimenie. Laura. Mi mache me Par les pays. jinme. Ate. Nous Sobaya. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. En général,
L'orchestre international, Nota Bene. International Nota Bene. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Samouraï, toujours combattu. Mais les anges protègent. Et le peuple soutient.
Alors, docteur Armand, vous nous avez parlé, bien entendu, de votre trajet, de votre parcours, au niveau de votre parcours, disons, hospitalier. Une petite question que je ne peux pas m'empêcher de poser. Est-ce que, en tant que médecin africain, quand vous êtes dans un hôpital, vous êtes considéré exactement comme le médecin occidental? Est-ce qu'il n'y a pas d'appréhension? Est-ce qu'on se dit pas, il doit pas être aussi fort que le médecin occidental? Est-ce que vous ne sentez rien de ce genre? Oui, ça c'est une question qui est fondamentale. Et si je vous répondais par la négative, je serais hypocrite. Moi, je suis de couleur noire. Donc effectivement, il m'est arrivé plusieurs fois que les patients que je suis amené à prendre en charge aient quelques appréhensions et quelques réticences. Mais très rapidement, lorsque vous discutez avec eux, puisqu'un examen clinique commence toujours par un interrogatoire, lorsque vous discutez avec eux, vous tenez compte de cette appréhension et vous leur, par la manière d'exercer votre art, qui est la médecine, ils se rendent compte rapidement que vous avez de la compétence. Et puis, vous savez, il y a le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup dans les hôpitaux. Les patients, quand ils arrivent, ils disent « Ah, ben, je vais reçu par le docteur Armand Gemka ». Alors, très rapidement, ils posent la question à l'un ou à l'autre, ou à l'infirmière, ou je ne sais pas, à un autre patient peut-être qui est là. Vous le connaissez, comment il est? Et si vous êtes bien intégré, si vous avez déjà fait votre réputation, parce que malheureusement, dans le domaine médical, ça compte, la réputation. Absolument. Cette couleur-là, il ne la voit plus. Il voit la compétence qui est en vous, il ne voit plus cette couleur-là. Donc en fait, ça n'arrive qu'au niveau des patients, pas au niveau des collègues. Au niveau des collègues aussi, il y a des appréhensions. Il y a certains collègues qui essayent de vous prendre de haut, qui estiment que vous avez peut-être une pratique de médecine de brousse. Il y en a qui le pensent, je le dis haut et fort, puisque ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et je le dis en étant conscient parfaitement de mes propos, mais il faut le dire, parce que ne pas le dire, c'est aussi encourager ces collègues-là à avoir de tels comportements. Mais très rapidement, lorsque ils analysent votre pratique, ils vous voient pratiquer, ils vous respectent. Parce que c'est votre compétence qui va forcer le respect. Et aujourd'hui, le respect que mes confrères ont de moi, c'est par rapport à ma compétence. Et même si, à un moment de notre collaboration, ils ont eu des préjugés sur moi, très rapidement, ils ont appris à me respecter par rapport à la compétence que j'ai apportée dans la pratique de la médecine. Puisque la médecine, très rapidement, si vous la pratiquez de façon anormale, on se rend très rapidement compte. Si vous faites des erreurs de diagnostic, ça se voit très rapidement. Absolument. Et vous pouvez facilement être jugé par vos pairs si vous avez une pratique anormale de la médecine. Est-ce que par rapport à vous, par exemple, en tant que personne, est-ce que c'est pas fatigant, parfois même frustrant, d'avoir toujours à faire ses preuves, de montrer qu'on est un bon médecin, juste parce qu'on est noir et que les autres sont blancs? La question est tout à fait fondamentale. Mais j'avoue que actuellement, je suis très mal placé pour répondre à cette question parce que moi, je suis en France depuis 30 ans. Je suis dans les hôpitaux français depuis que je suis arrivé en France. Je suis praticien hospitalier, médecin des hôpitaux au 12e échelon actuellement sur 13. C'est-à-dire que j'ai roulé ma bosse, pour le dire ainsi. C'est que tout le monde me connaît quasiment. Tout le monde connaît ma compétence plus ou moins. Et ça fait que je n'ai plus tellement affaire à de telles réactions parce que beaucoup de gens me connaissent. Mais je sais que de jeunes confrères qui sont d'origine étrangère, africains, parfois noirs de peau, n'ayons pas peur des mots, le vivent parfois très mal. Surtout au moment de lorsqu'ils arrivent, qu'ils sont en formation ou ils viennent d'être recrutés dans un service, ils doivent faire leurs preuves. Et c'est vrai que c'est pas souvent facile parce que ils doivent multiplier leurs efforts par 10 par rapport aux autres pour avoir la même reconnaissance. Et c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'avoue que de mon côté, c'est facile parce que j'ai fait mes preuves et que finalement tout le monde me connaît et que voilà, j'ai imposé, on sait ce que je suis par le travail que j'ai eu à accomplir, on me respecte et je n'ai plus beaucoup à faire à ce comportement-là, à cette réticence-là et à ce regard parfois qui est un regard
bourré de préjugés. Oui. Alors justement, par moi, rapport à vous, ça fait 30 ans que vous pratiquez la médecine. Par rapport à ces jeunes confrères africains, est-ce que vous pouvez avoir des mots, disons, sympathiques, des mots d'encouragement pour eux, pour les aider un petit peu à se frayer une place? Ben oui, tout à fait. Quand il m'est arrivé à plusieurs reprises d'en recruter dans mon service ou d'en encadrer ceux qui viennent en formation, la première chose que je leur dis, c'est toujours de s'imposer par le travail, et c'est le travail qui fera d'eux des médecins compétents. Et une fois qu'ils se seront imposés par le travail, et ils finiront par franchir cette barrière qui va faire d'eux des médecins compétents, ils ne verront même plus ces récriminations, ils ne verront même plus ce regard de travers, ils ne verront même plus ces réticences-là. Parce que leurs compétences éclairent un tout petit peu, toute leur compétence éclaire totalement cette bêtise humaine et finit par la jeter aux orties, si je puis m'exprimer ainsi. Tout à fait. Alors, donc, le conseil vraiment, c'est qu'ils puissent travailler pour s'imposer par leurs compétences. Et c'est ça qui est fondamental, parce que après tout, c'est votre compétence qui va faire vous imposer. Si vous n'êtes pas compétent, vous ne travaillez pas suffisamment et que vous n'êtes pas au point et que vous faites des erreurs diagnostiques, ben, il faut avouer que vous allez essuyer les critiques, et les critiques les plus virulentes, les plus acerbes. Et dans ces critiques-là, il y a beaucoup de préjugés qui vont se greffer là-dessus. Malheureusement, oui. Alors, docteur Armand, troisième petite pause musicale, cette fois-ci avec Viviane Etienne. Viviane Etienne, c'est quelqu'un que vous avez produit également? Oui, tout à fait. Elle est camerounaise. Donc, j'ai produit 2 albums de Viviane Etienne, Lève-toi et Dédé Tendresse. Tendresse notamment de Viviane Etienne que j'ai produit. Un album que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'amour et c'est peut-être tout à fait touchant. Très bien, alors on va écouter justement... l'amour dans ce monde. Dédé, absolument, on va écouter Dédé Tendresse et on vous retrouve tout de suite après.
Alors toujours avec le docteur Armand Ngempap, je rappelle qu'il est médecin, aujourd'hui installé en France depuis quand même quelques années déjà. Il est notre invité aujourd'hui dans l'émission Africain d'ailleurs. Alors je reviens vers vous, docteur Armand, vous êtes installé donc en France depuis une trentaine d'années, vous avez fondé une famille, vous êtes complètement installé maintenant. Oui, tout à fait. Est-ce que votre Je suis femme bien est installé. camerounaise, si je peux me permettre? Ben, écoutez, en général, j'évite toujours beaucoup de parler de ma vie privée. Elle est africaine, voilà. Elle est africaine, très bien. Voilà. Donc c'était important pour vous d'avoir aussi l'Afrique à la maison. Exactement, tout à fait, elle est africaine, voilà. Et moi qui allais vous demander comment elle est ce que vous l'aimez, comment ça se passe, là vous m'avez bloqué net. Oui, non, mais c'est vrai que j'évite toujours d'aborder ma vie privée, ma vie sentimentale, ma vie, je fais un peu une part mystérieuse là-dessus, pourtant il n'y a rien à cacher. bien Absolument. évidemment. Elle est africaine, je l'adore, je l'aime. Et puis, qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Non, absolument rien du tout. C'est bon, vous l'aimez, elle est africaine, je sais ce que je veux. Très bien. Alors justement, docteur Armand, moi je vais revenir en fait, les choses se lient un petit peu, vous êtes médecin, vous êtes quelqu'un de très 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 occupé, en même temps vous vous occupez de la promotion, d'écriture, de culture africaine, et en même temps vous avez aussi une famille. Alors comment vous faites justement pour aménager du temps à chacun? C'est une question d'organisation. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est pas évident de faire tout ce que je fais sur 24 heures. C'est une question d'organisation. Donc, moi, je suis un passionné d'écriture. J'aime beaucoup écrire. J'adore écrire. J'adore lire et j'adore écrire. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments qui permettent que je sois en équilibre. Si je ne pratiquais que la médecine et que je ne m'occupais pas de culture, que je ne m'occupais pas d'écriture, j'avoue, je serais un peu malheureux. Parce que je vivais de ma vocation, mais je ne vivais pas de ma passion. Et j'ai besoin de trois choses pour vivre. J'ai besoin de vivre de ma vocation, qui est la médecine. Et c'est vrai que je me suis battu, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver au niveau où je suis arrivé. Je remercie le Seigneur de m'avoir guidé et de m'avoir aidé à arriver à ce niveau-là, qu'il soit loué. Il faut que je vive de ma passion. Et ma passion, c'est l'écriture, la lecture. Et c'est ça qui me permet, par exemple, après une garde, de pouvoir me détendre dans l'écriture et dans la lecture. Et il faut aussi absolument que je puisse un tout petit peu donner un peu de ce que le Seigneur m'a donné. C'est pour ça que j'ai des combats qui sont liés à des convictions. Il n'y a pas qu'un seul combat, j'en ai plusieurs. Je me suis battu pendant plus d'une dizaine d'années contre la mort subite des sportifs. Et je me bats aujourd'hui pour qu'il y ait une journée nationale de lutte contre la mort subite des sportifs. Pourquoi pas journée mondiale, mais on va être très modeste et commencer par une journée nationale. Et puis, je me suis battu pour les AVC, je me bats toujours pour la prévention des AVC en Afrique. Alors justement, docteur, les livres que vous avez écrits, c'est beaucoup sur la mort. Oui, en fait, c'est sur la mort subite des sportifs, parce que ça a été un combat pendant longtemps, où j'ai écrit plutôt sur la mort subite des sportifs. Donc il y a eu la vérité sur la mort des sportifs. Et j'ai écrit notamment un livre sur la vérité sur la mort de Foué. Et les vraies questions sur la mort de Foué aussi. Et les vraies questions sur la mort de Foué. C'est ces deux livres que j'ai écrits, la vérité sur la mort de Foué et les vraies questions sur la mort de Foué. C'est qui Foué? Ces deux livres ont été... Alors, Marc Vivant Foué est un Camerounais qui est mort donc le 26 juin 2003 lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations qui avait lieu. Absolument, ça y est, ça me revient. Voilà, tout à fait, en France, dans la ville de Lyon. Il est mort d'une mort subite en plein match, à la 72e minute d'un match qui opposait l'équipe du Cameroun, les Lions à l'équipe nationale de Colombie. Et Marc Vivant Foué était par ailleurs un ami, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis un peu engagé dans ce combat. Et je l'ai vu mourir en mondovision. J'étais devant mon poste de télévision, je n'étais pas au stade. Et je l'ai vu mourir. Et c'est ça qui m'a amené à me battre et écrire des choses sur la vérité, notamment la vérité sur la mort de Foué et les vraies questions sur la mort de Foué. Vous avez posé les vraies questions. Est-ce que vous avez trouvé les bonnes réponses? Écoutez, par rapport aux réactions que j'ai eues des uns et des autres, je pose les vraies questions et j'apporte des vraies réponses qui sont des réponses qui partent d'un raisonnement médical. Donc voilà, parce que c'est vrai que quand Marc Vivant Foué est mort, étant d'origine africaine, on a eu plusieurs
hypothèses, dont des hypothèses mystiques. Et très rapidement, j'ai fait comprendre aux gens qu'attention, la mort subite des sportifs existe, parce que il faut reconnaître que la mort de Mavien Foé a permis de révéler au grand jour l'existence, la mort subite des sportifs. Les gens ne savaient pas que les sportifs pouvaient mourir. Pourtant, ça fait des années-lumière que les sportifs meurent. Mais il y a eu cette époque, je pense, docteur Armand, où il y en a eu pas mal, et c'est pour ça que de vraies questions se sont posées. Tout à fait. On n'a pas eu que Marvin Fouet, on a eu Anthony Puertas qui est décédé aussi. Il y a eu plusieurs sportifs qui sont décédés effectivement dans un laps de temps. Il y en a beaucoup qui continuent à décéder. Vous savez, dans un pays comme la France, on a à peu près entre 1000 et 1500 sportifs qui décèdent chaque année. Et ça, c'est les chiffres de la Fédération française de cardiologie, des sportifs. Bon, beaucoup décèdent dans l'anonymat. Il n'y a que certaines vedettes, notamment les sportifs de haut niveau, dont les décès sont médiatisés. Mais il y en a beaucoup, les sportifs du dimanche, les sportifs lambda, totalement inconnus, qui décèdent, les sportifs des clubs pas très connus qui décèdent, mais ces morts-là ne sont pas médiatisés. Oui. Donc, voilà. Et moi, je pense qu'ayant fait des études de médecine du sport, parce que c'est vrai, quand j'ai fait la médecine du sport, c'était en vue de rentrer au Cameroun et avec ma passion pour le football, m'occuper d'une équipe de football au Cameroun. Mais finalement, le destin a voulu que je reste ici et j'ai tenu vraiment à lancer la sonnette d'alarme en disant faites attention, faites des dépistages. Les sportifs doivent passer des visites médicales d'aptitude pour éviter la mort subite du sportif et connaître les signes d'alerte par rapport à cette mort-là. Alors en fin de compte, docteur Armand, c'est vrai, vous le disiez vous-même, vous êtes quelqu'un qui aime la culture, qui aime l'écriture, mais quant à votre écriture, elle reste très très liée à la médecine. Ce n'est pas de la poésie. Oui, non, c'est pas la poésie. C'est vrai que j'aime m'exprimer de façon poétique, mais dans l'écriture que je fais, ça reste essentiellement dans la médecine. Essentiellement dans la médecine, quoi. Voilà. Très bien. Alors, encore une dernière, enfin pas une dernière, peut-être une avant-dernière, tout dépend de ce qu'on a encore à raconter ensemble. Et on va écouter à présent, encore une fois, Viviane Etienne, une chanteuse donc que vous avez produit avec le titre « Lève-toi ». La présence Viviane Etienne depuis Paris. Vous allez comprendre votre douleur. Non, non, arrêtez. Non, non, arrêtez. Non, non, arrêtez. Arrêtez de tout saccager. Nicole Sarr. Non, non, arrêtez. Non, non, arrêtez. Arrêtez de tout saccager. Julienne Fonso. Africa, 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 berceau de l'humanité. Oh, oh. Africa, 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 aujourd'hui c'est la pauvreté. On nous raye comme des canailles. Sommes-nous des andouilleux pour rester bredouilleux? Oh non, les nouilleux de la magouille. Mais lève-toi, berceau de l'humanité. Chacun savait ce que chacun disait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Viviane Etienne dans la place. On va démarrer. Xavier Meignet, Docteur Armand, toujours avancer, faut jamais reculer.
Fatima Moko, Viviane Tiane, toujours pimpante. La vérité au pied du mur. DJ Magellan. Décalé, bamileke, bamileke, bamileke. Décalé, bamileke, bamileke, bamileke. Décalé, bamileke, bamileke, bamileke. La fin cap, c'est très 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 sérieux. DJ Tino, Gilles Diani. DJ Saint-Martin, la grande basse. OAC. Joël Lafleur, ambiance assurée. OAC. Tout le monde sur la piste. OAC. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si tu veux couper, il faut bien te décaler. Spécial dédicace à DJ Lamo. OAC. Tony Drum, le métronome. Guantanamo, 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 Guantanamo. Nager, 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 nager. Maman Chantal Billard, il faut planer, planer, planer. Et ton fils, le nouveau flambeau. Champagne, 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 champagne. Laisse le champagnard. Galoper, galoper, galoper. Hey, hey, hey. Le show est chaud. Patrice le baromètre. Guantanamo, Guantanamo, Guantana, Guantanamo, Guantana. Manfred sénateur. C'est le côté, c'est le côté, c'est le côté. Château de Paris, la poste tranquille. C'est le côté, c'est le côté, c'est le côté. Pâte diamant. Jean-Jacques Bayonne. Jérémy Guita. Abel Senga. Prudence à gauche, prudence à droite, prudence derrière. Viviane Etienne, prudence devant. L'ambassadrice. Cyclone. On n'a peur de rien, hein, parce que la jet set est présente. Adonis. On est où là? Abel Revaux. Mignon garçon. Travaillement. Doucement, doucement. Travaillement. L'argent rend impoli, hein. Le confort insolent. Spécial dédicace à la jet set camerounaise. Vuga. Distributeur automatique, distributeur ambulant. Y'a les pieds, Perrault, Serge à la mignon. C'est trop bon, j'étais, travailler. Voilà donc un bon moment déjà que nous partageons avec le docteur Armand Gemkap. Je le rappelle, le docteur est donc camerounais. Il est installé en France depuis presque 30 ans maintenant. Il est spécialiste en médecine interne, réanimation, médecin urgentiste. Bref, un médecin accompli, comme on dit, docteur Armand. Un médecin qui s'épanouit. Heureusement, vous avez de la chance. On va dire ça comme ça. Vous avez de la chance. Tout le monde ne s'épanouit pas dans son métier. C'est vrai. Mais dans notre discussion, dans notre interview, dans cette interview, j'ai loué le Seigneur. Et je lui ai rendu grâce parce que c'est vrai, j'ai toujours voulu être médecin et le parcours qu'il m'a créé en quelque sorte est un parcours pour lequel je lui dis merci et merci encore une fois. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir ce destin qui n'était pas gagné d'avance. Hein. Je sors quand même d'une famille très très modeste. Et le parcours que j'ai aujourd'hui me fait plaisir, m'honore et je ne vais pas cracher dessus. J'ai dit toujours trop de modestie tue la modestie. Il faut savoir se réjouir un peu du peu qu'on a et ne pas pleurer sur tout ce qu'on n'a pas.
Et moi, je me réjouis un peu du peu que j'ai. Et ça me rend heureux. Et je m'épanouis. Et c'est que du bonheur. Et je remercie vraiment le Seigneur. J'aurais bien remercié mes parents, mais malheureusement, ils sont décédés il y a une dizaine d'années qu'ils sont décédés. Voilà, mais ils m'ont donné une éducation, malgré leur modestie, ils m'ont donné une éducation qui m'a permis, qui a permis à ce que j'ai les armes pour aller très très loin. Et je leur remercie là où ils sont. Et je remercie aussi les seigneurs vraiment de m'avoir donné ce parcours-là. Docteur Armand, il y a quelques minutes, vous disiez, en fait, au départ, je me prédestinais à être médecin du sport, à revenir au Cameroun, m'occuper peut-être de l'équipe de foot parce que vous êtes accro au foot, etc. Mais est-ce que pour vous, c'est trop tard? Si par exemple demain, on vous offrait cette opportunité, est-ce que vous ramasseriez vos bagages et rentrerez vous occuper de l'équipe de foot? Ça, c'est une question qui m'amène à réfléchir. C'est vrai que de but en blanc comme ça, je ne vais pas dire tout de suite oui, parce que il faut j'atteins un certain âge qui est très jeune, 49 ans. Mais c'est jeune encore. Où il faut qui est très jeune, mais c'est un âge où on va pas à l'aventure comme ça. Il faut un certain nombre de conditions. C'est vrai que si effectivement on me propose ça, ça peut être un bon challenge, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. C'est une proposition que je vais analyser avec beaucoup d'attention. J'analyserai la situation que j'ai actuellement et la situation qu'on me propose et je vais essayer de voir les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision, mais c'est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant en ce qui me concerne parce que je suis un passionné de sport et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à apporter dans le milieu sportif, j'ai beaucoup de projets à apporter dans le milieu sportif, il n'est pas tard. Au contraire même, j'ai atteint l'âge de la maturité pour apporter ces projets-là parce que très souvent on confie des responsabilités à des personnes très jeunes qui malheureusement n'ont pas encore cette maturité ou cette expérience pour pouvoir gérer. C'est pas mon cas. Moi, j'ai atteint une certaine maturité, une certaine expérience pour pouvoir apporter ma contribution. J'ai un certain nombre de projets bien mûris qui peuvent profiter à beaucoup de pays africains d'ailleurs. J'en parle souvent lorsque les chaînes de télévision m'interrogent. Je leur dis, en ce qui concerne la mort subite des sportifs, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. L'encadrement des sportifs en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Et sur le plan biologique, il y a énormément de choses à faire. Et malheureusement, ce n'est pas fait. Pour être champion, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout un travail à faire. Absolument. Alors, docteur Armand, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai que ça passe toujours très très vite, on s'en rend même pas compte. Mais ça passe très vite. J'ai pas eu l'impression que. Eh oui, ça fait un petit bout de temps. À la fin de notre émission, mais c'est très intéressant cette émission. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Écoutez, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Bon, la prochaine fois, on va mettre 2 heures avec notre invité. Ça sera comme ça, on aura le temps de tout se raconter. Ben, j'espère que les auditeurs, ça fait plaisir également aux auditeurs de comprendre un peu mon parcours. Exactement. Et qu'ils comprennent un peu mon cheminement. Mais de toute façon, au niveau de cette émission, c'est toujours important d'avoir un Africain qui a quand même réussi sa vie ailleurs, qui nous parle de son parcours. On a toujours beaucoup de curiosité, pourquoi pas essayer aussi de s'imprégner de la vie de cette personne et essayer d'en faire un exemple pour pouvoir aussi évoluer dans le temps. Oui, et moi je pense qu'effectivement mon parcours est vraiment un parcours typique qui peut servir d'exemple. Hein. Je pars de nulle part, hein. Je pars vraiment de nulle part. Et c'est à force de travail que j'arrive à monter une à une les marches d'escalier pour finalement me hisser dans un certain rang social qui m'honore aujourd'hui. Et moi je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut croire. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé en 1985 pour m'inscrire à la faculté de médecine de Nancy, je me suis vu répondre par une secrétaire à l'époque que pourquoi je viens m'inscrire à la faculté de médecine, il y a un concours de médecine, je ne pourrais pas réussir au concours de médecine, il faudrait que j'aille m'inscrire dans une autre faculté parce que là, je n'ai aucune chance. On ne prend que 7% des étrangers et je n'aurai aucune chance de pouvoir réussir. Et c'est vrai que cette phrase-là m'a tellement choqué que j'ai dit, mais je vais réussir. Ça vous a boosté en fait. Voilà, ça m'a plutôt boosté. Et ça a été un concours de circonstances parce que peut-être qu'elle ne m'aurait pas donné ces phrases-là, ça ne m'aurait pas donné cette motivation que je me suis lancé un défi que je vais revenir une année après lui dire que j'ai réussi. Et ça m'a beaucoup boosté. Je crois que la jeunesse actuelle, le message que peut passer, c'est ça. Il faut croire à ce qu'on veut faire, s'accrocher et croire en soi-même.
faut pas écouter les gens qui vont dire ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas, vous ne réussirez pas, vous n'êtes que ceci, vous n'êtes que cela, vous n'êtes que de telle origine, vous n'êtes que fainéant. Non. Il faut dire non, je peux réussir, je vais travailler et je vais le faire. Et très souvent, dans la majorité des cas, lorsqu'on réfléchit comme ça, lorsqu'on a ce raisonnement-là, on réussit ce qu'on avait à entreprendre. Eh ben, c'est sur ces paroles positives qu'on va clôturer, qu'on va refermer notre émission avec vous, le docteur Armand Ngemkab. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation, bien sûr, docteur, et bien entendu, bon courage et bonne chance pour la suite. Mais vraiment, je vous remercie pour cette interview qui me permet vraiment de m'adresser aussi à la jeunesse africaine, à la jeunesse Afrique 8, dans sa globalité, et puis à l'Afrique en entier. Et j'espère vraiment, je transmets toutes mes salutations à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, et j'espère vraiment qu'ils ont apprécié l'interview. Voilà, et je suis là, et merci encore à vous de m'avoir donné la parole pour que je puisse m'exprimer. Merci. Merci, docteur Armand, à bientôt. À bientôt, au revoir.